6. Europe 1 matin. Le club de la presse européen, certains n'y verront qu'un coup de com'. Le patron de Système U, Dominique Schelcher, décroche la une du journal Le Parisien ce matin. Il est très inquiet, Dominique Schelcher. Hier soir, il bouclait les négociations commerciales avec ses fournisseurs. On en parlait à l'instant avec Emmanuel Ducrot. Résultat, préparez-vous à voir les prix de ce que vous mangez gonfler encore de 10% d'ici fin juin. Ça va s'ajouter aux 15% de hausse depuis un an. On n'avait plus vu ça depuis plus de 40 ans. Alors il sait ce qu'il attend, Dominique Schelcher. On va lui dire que les distributeurs s'en mettent plein les poches, qu'il doit baisser ses marges. C'est ce que lui a demandé Emmanuel Macron. Lui renvoie la balle vers les industriels et regarde en détail ce que les gens mettent dans leur caddie. Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, essayiste, auteur, chroniqueur sur CNews également. Jérôme Béglé est avec nous, le directeur général du Journal du Dimanche. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. C'est pas le genre, pourtant Dominique Schelcher à faire du misérabilisme, mais là on sent quand même un patron. Il est aussi propriétaire de magasin, il a son Super U à Fessenheim. Il est vraiment inquiet, je le cite, la situation est en train de devenir critique et cette aggravation se fait à bas bruit. Écoutez, on découvre un peu le Pérou à Orléans. On sait que l'inflation, c'est un des maux qui accable la France et les Français depuis 6 mois. Le journal du dimanche avait fait le 22 janvier une. On avait confronté Schelcher avec Michel-Édouard Leclerc. On titrait déjà le cri d'alarme des patrons de la grande distribution. Pour bien comprendre, il y a 2 inflations. Il y a l'inflation de l'INSEE, où on nous explique semaine après semaine que la France est un des pays les plus protégés d'Europe et qu'on a une inflation de 6% quand elle est de 7, 8, 9 en Italie, en Grande-Bretagne, en Allemagne et même un peu plus. Et il y a l'inflation des produits alimentaires. Et c'est là où le bas blesse, c'est que les produits alimentaires, c'est des progressions à 2 chiffres. Et évidemment, pour les Français, pour les consommateurs, quand vous voyez que le sucre a progressé de 25% en un an, que le lait, le lait a progressé de 15%, que les couches ont augmenté aussi à 2 chiffres, vous dites mais on m'a menti. Et je crois que le gouvernement et particulièrement le ministre de l'économie n'ont pas bien vu que c'était ce ticket que vous payez chaque vendredi, chaque samedi pour faire vos courses, qui est celui qui va le plus indexer le moral des Français. Et là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de retard à l'allumage. Alors, la faute des producteurs, la faute des distributeurs, la faute des industriels, j'en sais rien. Ce qui est vrai, c'est que ce printemps, ce ne sera pas le Mars rouge que pensait ne pas voir le ministre de l'économie, ça va être un printemps rouge ou un printemps noir, avec encore une valse des étiquettes, et on s'y prend tellement tard que plus rien n'est possible. Alors il dit aussi, Dominique Schelcher, Mathieu Bocoté, et ça en dit long quand même peut-être aussi sur la longueur de vue de nos gouvernants, les politiques n'ont pas pris la mesure de la gravité de la situation. Oui, mais ça, je pense qu'à l'échelle de... Et c'est pas exclusif à la France, c'est dans toutes les sociétés occidentales aujourd'hui, la question de l'inflation se pose. Ensuite, partout, les politiques cherchent des solutions. Je dirais que les Français sont généralement plus imaginatifs en la matière, par étatisme, par confiance en l'État, par cette idée qu'il est légitime de réglementer, d'intervenir et ainsi de suite. Alors qu'ailleurs, le premier réflexe, ça consiste à dire ça finira par se calmer d'une manière ou de l'autre. On n'y peut plus ou moins rien. Cela dit, je pense qu'on bascule simplement d'une époque à une autre. On était dans l'époque, je reprends la formule d'Emmanuel Macron, qui disait c'est la fin de la société d'abondance, c'est la fin de la société de la prospérité qui allait de soi, qui était croissante. Donc des gens qui croyaient l'espèce de promesse universelle de la classe moyenne, qui était celle qui touchait, en fait, le commun des mortels se disait moi, je ne manquerai de rien et j'aurai toujours un peu plus. Donc la petite part de bonheur de l'existence qui venait avec l'un peu plus. Là, c'est la redécouverte, en fait, si c'est pas de la pénurie, à tout le moins c'est le sentiment du manque, avec en plus une contradiction, un discours public qui dit on fait tout ce qu'on peut et on en fait même plus que vous le croyez et en fait vous allez mieux que vous le pensez, et le commun des mortels qui dit mais je vais pas si bien que ça finalement. Oui, mais c'est vrai qu'il y a une sorte aussi de résignation, note Dominique Schelcher, il le dit très bien. Autre sujet, je souhaiterais qu'on en parle, c'est pour ça que j'abrège un peu sur l'aspect panier de course, on aura l'occasion d'y revenir. Gérald Darmanin, auditionné hier soir sur le projet de loi immigration, et là, coup de théâtre, on s'y attendait pas vraiment. Le ministre se montre assez ouvert à un durcissement des règles du regroupement familial, ce qui serait une première quand même depuis que le regroupement familial existe, législation qui date du milieu des années 70. Comment vous lisez ça, vous, Jérôme Béglé? Est-ce que c'est une manière d'amadouer les sénateurs en leur disant bon, il y aura le visa pour métiers en tension, vous n'en voulez pas à droite, mais il y aura un durcissement du regroupement familial? Je lis ça de 2 façons. D'abord, il prépare l'opinion publique à un durcissement des lois sur l'immigration en général et pourquoi pas le regroupement familial. Et il prépare surtout son gouvernement et sa propre majorité, qui, je vous rappelle, étaient les 2 pieds sur le frein sur ces questions et estimait que la grande tradition de France Terre d'Asile devait perdurer. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien dans les préoccupations des Français
ce qui occupe systématiquement les 2 ou 3 premières places, c'est sécurité et immigration. Et les Français, à tort ou à raison, Et on sait qu'il y a une passerelle entre les deux sujets. Il y a une passerelle entre les deux sujets que d'ailleurs le ministre de l'Intérieur se permet de faire depuis 6 mois. Depuis l'été dernier, oui. Alors que les années précédentes, il disait mais jamais, c'est pas vrai, c'est pas scientifiquement prouvé. Bon. Il suffit de voir les populations incarcérées pour le travail de Farhad Khosrow-Khavar, qui est un très bon sociologue franco-iranien qui travaille depuis des années là-dessus. Donc il est en train de prendre conscience que les Français ne vont pas accepter de se faire payer de mots encore un quinquennat. Et donc là, il sort une arme importante, c'est ce que j'appellerais moi un dérapage contrôlé. On va voir comment ça réagit dans une partie de la presse, dans sa majorité et dans le monde associatif. Et c'est assez avancé parce qu'il va dans les détails. Il a dit par exemple hier, Gérald Darmanin, est-ce que 1 800 € pour 2 personnes ça suffit? C'est aujourd'hui le plancher en dessous duquel vous ne pouvez pas prétendre avoir un titre de séjour en bonne et due forme si vous êtes à 2. La durée de présence sur le territoire, est-ce que la notion de famille, il faut l'étendre aux grands-parents, etc. Bref, on sent quand même qu'il va se passer quelque chose. Mathieu Bocoté. Oui, mais je dirais que ce sont des nuances à l'intérieur. Donc c'est un projet qui reconduit néanmoins une perspective immigrationniste. C'est un projet qui ne cherche pas à rompre avec l'immigration massive. C'est un projet qui se contente d'une définition minimaliste de l'intégration et de l'assimilation. Qu'est-ce que vous voulez dire que c'est immigrationniste, Mathieu Bocoté? Parce qu'on consent à travers la question des métiers sous tension et on accepte, on ne cherche pas véritablement. Vous donnez l'exemple du regroupement familial. On cherche à le contenir un peu. Il n'y a pas l'idée néanmoins de freiner avec ce principe sur la question des réfugiés. C'est le premier motif d'immigration en France. Mais bien sûr, parce qu'on oublie, on parle sans cesse d'immigration illégale. L'immigration illégale, le problème c'est que l'immigration légale contribue aussi à la transformation démographique de la France telle qu'on la connaît aujourd'hui. Vous vous rappelez aussi l'enthousiasme du gouvernement à dire oui, regardez, l'immigration de travail qualifiée, elle progresse. Oui, bien sûr. Donc, autrement dit, l'immigration dans son ensemble progresse. Ensuite, il faut envoyer à la population des signaux de fermeté ostentatoire pour donner le signal qu'on entend le malaise des uns des autres. Donc, qu'est-ce que c'est? Dans un cas, on dit on resserre les règles de l'assimilation, on parle le rapport au français, l'apprentissage du français. Ou alors, on va resserrer un peu le regroupement familial. Mais sur le fond des choses, on demeure dans une logique une forme de consentement à l'immigration qui n'est plus pensée comme soit un choix, soit comme une contrainte extérieure, mais comme une forme de flux naturel qu'il est nécessaire d'organiser sans qu'il ne soit possible de le contenir. Je me permets de citer un instant, je crois que c'était hier ou avant-hier dans Le Monde, une tribune de 400 personnes qui se présentent comme des intellectuels de référence et que c'était le parti migrationniste intellectuel qui se manifestait et qui nous explique qu'en fait l'immigration massive, elle est inévitable. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'y adapter, mais on ne peut pas contenir, on ne peut pas stopper ce principe. Je pense que le débat se situe à ce niveau. Chiffre que j'ai lu ce matin dans Le Figaro, le budget de Frontex, c'était 6 millions d'euros en 2005, c'est 754 millions aujourd'hui. Frontex, c'est l'agence qui gère les frontières de l'Union européenne. Il y a aussi un aspect finalement de cette audition de Gérald Darmanin hier que je trouve assez intéressant, c'est que finalement il a trouvé son Parlement idéal, le ministre de l'Intérieur. C'est une assemblée de sénateurs de droite. Oui, ce serait tellement plus simple pour lui. Il n'est pas le seul à l'avoir trouvé, parce que je vous rappelle que pour la loi sur les retraites, le gouvernement a trouvé une commission qui, en 2 séances, si j'ose dire, a ratifié son projet de loi. Elle a amélioré, dit la Première ministre. Donc effectivement, la quintessence du macronisme acte 2 semble se dérouler au Luxembourg, au Palais du Luxembourg. Bon, c'est assez amusant quand on sait quel était le premier principe d'Emmanuel Macron, qui consistait à dire on va faire fi de tous les corps constitués, on va s'asseoir sur les rentes de situation politique et puis on va faire venir une nouvelle génération. Voilà, chacun a progressé. Cela dit, si en creux il voulait rendre hommage aux sénateurs, il n'a pas tort. On sait maintenant que le travail parlementaire est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus poussé, beaucoup plus intelligemment fait au Palais du Luxembourg, où on évite les effets de manche, les vociférations, les cris, les insultes et les rappels au règlement, et où on avance concrètement sur un texte. C'est pas la première fois qu'on le voit et qu'on le sait. Simplement, jusqu'ici, les sénateurs avaient mauvaise cote pour des tas de raisons qu'on connaît, élus au suffrage indirect, trop vieux, tout ça étant en tout cas pour l'âge une fable. Oui, parce que finalement, on se dit que sur ce projet de loi immigration, les vrais ennuis pour Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, ce sera finalement plutôt avec leurs propres députés à l'Assemblée nationale. Mais c'est qu'une forme d'écartèlement, c'est-à-dire que la Macronie est un assemblage qui tient par un homme qui s'appelle Emmanuel Macron. Il n'y a pas de fil doctrinal dans la Macronie. Donc à partir de ce moment-là, Gérald Darmanin cherche à sa manière autant qu'il peut à mener une politique que l'on dira plus à droite sur ces questions, mais dans un corps politique, dans un ensemble politique qui est fondamentalement réfractaire. Donc il fait tout ce qu'il peut. On peut croire qu'il fait tout ce qu'il peut pour pousser le projet le plus loin. Ça ne fonctionne pas.
c'est bien noté, effectivement, au Sénat, là, on est dans un environnement qui lui propose une critique autre, c'est-à-dire vous n'allez pas assez loin dans les limites de l'immigration massive. Il y a Bruno Retailleau, qui est certainement un des meilleurs éléments en droite, qui envoie le signal en disant vous n'allez pas assez loin dans la volonté de la contenir. Mais on va chercher à vous accompagner d'une manière ou de l'autre. Donc, c'est une critique qui se veut raisonnable tout en étant ferme. Merci. Mathieu Bocoté, Jérôme Béglé, Journal du Dimanche, tous les deux dans le Club de la Presse Europe 1 ce jour. Merci. Bonne journée. 8h57 sur Europe 1. L'info va continuer sur Europe, évidemment, notamment ce soir 18h. Oui, Punchline avec Laurence Ferrari qui revient sur les dernières infos de la journée en longueur avec des débats, des analyses. C'est tous les jours sur Europe 1 à 18h. Et à midi, Romain Desarbres, Europe Midi, vous prenez la parole entre midi et 13h sur Europe 1, c'est au 39-21. Quant à Europe Matin, ça revient demain. Anissa, je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée. Dans un instant, Philippe Vandel. À demain, 8h57. C'était Dimitri Pavlenko sur Europe 1. 7h, 9h. Europe 1 Matin.